Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, d'abord, je voudrais m'excuser auprès de vous et auprès des organisateurs et auprès de Jérémy et Man de ne pouvoir être présent aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, non seulement parce que ça m'empêche de vous voir et de vous rencontrer, mais aussi parce que ça se passe à Lyon et que Lyon est la ville de la naissance et de mon enfance et que j'y suis très, très attaché. J'essaierai de ne pas être long, je ne serai pas long, j'essaierai de ne pas l'être. Le but de mon intervention est simple, il est d'introduire dans le débat le concept de conflit des conflictualités. Ce sera, si vous voulez, la contribution du juriste européen. Le premier point d'abord, c'est que s'agissant de conflits et de conflictualité, il en va bien pour le juriste d'une question de regard. Le juriste n'est pas, enfin il n'est pas à titre principal un acteur du conflit, engagé dans l'action ou même engagé dans les luttes idéologiques pour façonner le projet européen. En tout cas, il ne se voit pas ainsi. Il n'est pas non plus un analyste du conflit, comme le serait un politiste ou une sociologue attaché à autopsier la dynamique des conflits, à identifier les acteurs, les arguments, à recueillir les voix de tous les acteurs impliqués, y compris les voix des minoritaires. Non. La position du juriste vis-à-vis du conflit est celle d'un tiers extérieur qui cherche à le résoudre et à l'éloigner. Et de ce point de vue, il y a eu, nous le savons bien, dans l'histoire de l'intégration européenne, dans la communauté des juristes européens, une remarquable confusion entre les juristes institutionnels, les juristes acteurs, disons, et les juristes universitaires, les savants, ceux qui se donnent pour tâche de décrire le travail des premiers. Et des deux côtés, que ce soit du côté des juristes acteurs ou du côté des juristes universitaires, il s'est agi essentiellement de conjurer les divisions, de conjurer le désordre et de construire un ordre institutionnel, un ordre socio-économique s'élevant au-dessus des clivages politiques, des luttes sociales, des conflits idéologiques. Et ce but-là, conjurer les conflits, a supposé de mettre en place un dispositif profondément original. Une sorte de double du monde réel de l'intégration, c'est-à-dire une sorte de double du monde chaotique, dangereux, des antagonismes politiques, sociaux, un dispositif capable de dissoudre, si vous voulez, les excès, la violence constitutive, la conflictualité constitutive même du processus d'intégration. Et cette idée-là, cette idée de mettre en place un dispositif double, si vous voulez, une duplication du processus d'intégration réel, cela a été théorisé très tôt par un acteur, un auteur, un intermédiaire essentiel, un diplomate, négociateur des traités, professeur, juge, juge dominant à la Cour de justice des communautés européennes, c'est-à-dire, vous le connaissez, Pierre Pescator. Et ici, je reviens à un texte peu connu, publié en 1984, je vous le montre, celui-ci. Un texte publié en 1984, il est encore juge à la Cour de justice des communautés européennes, qui porte sur le problème de l'argumentation juridique. Quelques idées non conventionnelles, en réalité, les idées de Pescator sur l'argumentation sont assez conventionnelles, mais l'essentiel est ailleurs. Dans ce texte, Pescator dessine une opposition entre ce qu'il appelle dialectique juridique, c'est-à-dire judiciaire d'origine romaine, et dialectique philosophique, c'est-à-dire dans son esprit marxiste, qui repose selon lui sur un schème de pensée dichotomique, je cite, sur un schème de pensée dichotomique qui recueille les conflits, qui recueille les oppositions, les différences de classe, et qui les met au service de l'action. Si vous voulez, hein, la pensée dichotomique marxiste n'est pas très éloignée de ce qu'on appellerait aujourd'hui la pensée agonistique d'une Chantal Mouffe, par exemple. Bon. Au contraire, la dialectique juridique qu'il défend vise à résoudre et à vider le litige. Le litige qui, il y insiste, n'est jamais un litige seulement uniquement individuel ou interindividuel, mais toujours l'expression ou le reflet de rapports sociaux, et je cite, de réseaux superposés de règles qui euh, enserrent l'existence de chacun. La dialectique juridique vide le litige et elle le fait de deux manières. Et ici, il donne l'exemple de la Cour de justice des communautés européennes, de deux manières singulières. D'une part, en anticipant les conséquences des décisions à prendre, les répercussions proches ou lointaines de la décision à prendre,
Donc en se projetant, si vous voulez, dans un état de monde possible. D'autre part, en mobilisant ce qu'il appelle les exigences de la justice générale, en convoquant une vision globale de l'ordre juridique, en convoquant la structure, le système même de la communauté européenne. Et je voudrais insister sur la singularité de ce dispositif. Vous voyez qu'il repose à la fois sur une tension, sur une projection, sur une énergie autoproductrice, au-delà du litige, moi j'appelle ça un constructivisme, et en même temps qui repose sur une montée en généralité, qui décèle les exigences générales, les principes, les structures sous la surface du litige. Il y a à la fois un constructivisme et un holisme fondamental dans ce dispositif. Ces deux idées de Pescator sur l'argumentation juridique, on peut en tracer la généalogie. Elle est d'un côté cette idée inspirée par Oriou et son idée d'œuvre que Gaël Marty connaît bien, et de l'autre côté par Joseph Esser, le juriste allemand, et son idée de structure juridique. Mais ce qui doit retenir l'attention ici, ce qui est étonnant, c'est que cette dialectique juridique locale, si vous voulez, conçue dans le cadre spécifique du procès judiciaire, eh bien, elle est devenue la matrice du processus d'intégration dans son ensemble. C'est ça. Au fond, on pourrait dire que l'intégration européenne n'a consisté qu'à étendre ce dispositif, à le généraliser. C'est ça l'opération décisive. Dans le but, évidemment, non pas seulement de vider des litiges individuels, mais dans le but, disons, de vider le processus d'intégration lui-même du contenu des conflits, des contradictions qui constituent ce processus et qui le jalonnent. C'est-à-dire de vider l'intégration du contenu, de la matérialité des conflits, de la sensibilité des conflits, de l'affectivité attachée aux conflits, de la charge polémique attachée aux conflits. Et c'est en ce sens, selon moi, qu'on doit parler d'intégration par le droit. Non pas du tout parce que l'intégration est un monde de règles, pas uniquement parce que l'intégration est un monde de règles, mais parce que l'intégration repose sur un schéma de pensée dialectique, c'est-à-dire qui dialectise les conflits au sens donné par Pescator. Maintenant, quel est ce schéma? En quelques mots, quel est ce dispositif? Tous les juristes européens ici le connaissent bien. Il est assez simple à décrire. En vérité, il est très difficile à mettre en œuvre. Il faut réunir tout un ensemble de conditions. Il consiste, d'un côté, à construire un état du monde possible, un nouvel ordre socio-économique européen, et de l'autre, à déconstruire les conflits générés par le cours de l'intégration. Construire et déconstruire en même temps. La construction a ses techniques. Ce sont les genres de choses qui arrivent, mais je suis sûr qu'il va réapparaître très rapidement. Toutes les conséquences nécessaires sur le plan juridique en ce qui concerne l'évaluation des situations individuelles et les mesures étatiques et des mesures étatiques. C'est la fiction, par exemple la fiction du sujet ou de la société transnationale qui enjambe les ordres juridiques nationaux sans disparaître. La construction, c'est la présomption, c'est la fiction, c'est l'interprétation qu'on a appelée métatéléologique. Voilà une autre technique qui consiste, c'est très singulier, qui consiste à sauter directement d'une situation ou d'une disposition individuelle aux finalités générales du traité, qui d'ailleurs n'ont de sens que dans la conscience des institutions de l'Union. La construction a ses techniques, la déconstruction, elle aussi, a ses techniques. Comment fait-on pour déconstruire les conflits? Eh bien, bon, c'est le propre même du droit européen. Il y a toute une série de techniques, j'en cite quelques-unes. Il y a d'abord, évidemment, la combinatoire des droits individuels. Formidable outil de neutralisation des conflits, car les droits ont pour vertu, comme on le sait en droit européen, de n'être pas des prérogatives absolues, elles se combinent. Et en outre, les droits ont la vertu d'occuper des positions interchangeables. Les droits des travailleurs, c'est aussi les droits des employeurs. Bon, ça crée toute une combinatoire, tout à fait fascinante à observer, surdéterminée dans sa mise en jeu par les objectifs de l'intégration. L'analyse de la proportionnalité, voilà une autre technique de la déconstruction, je sais que Julie Rondu va en parler. C'est vraiment une technique qui permet de décomposer, littéralement de disséquer les mesures qui résistent à l'intégration, à la lumière des objectifs de l'intégration, en vue de remodeler ces mesures, si vous voulez,
pour qu'elle s'ajuste aux objectifs de l'intégration, c'est une proportionnalité instrumentalisée. Ou bien encore, toutes ces opérations de déplacement, de reformulation des conflits, qui permettent de transformer les conflits, où par exemple sont en cause des revendications très sensibles d'identité nationale, de les transformer en problèmes de vie familiale, par exemple, ou en problèmes de vie professionnelle. C'est toutes les affaires en matière de nationalité, de nom, etc. Ou alors des conflits sociaux très sensibles du point de vue de la redistribution sociale en Europe, de transformer ça en problème purement institutionnel. Ce n'est plus une question d'égalité entre citoyens ou entre États, c'est une question d'égalité des États devant les traités dans la sphère institutionnelle. Donc, ce sont toutes ces façons de dédramatiser, si vous voulez, les situations à haute teneur conflictuelle. Et au fond, dans ce dispositif, il y a deux opérations essentielles. La première qui consiste à attraire les conflits dans le champ du droit de l'Union européenne. Rien de ce qui est conflictuel, on pourrait dire, n'est étranger, rien de ce qui est diviseur n'est étranger au droit de l'Union. Et l'autre qui consiste à décomposer les termes des conflits pour mieux les concilier en une formule compatible avec les objectifs de l'intégration, ou pour mieux les décomposer en opérations ou en oppositions structurantes. Je crois que Vincent Réveillère en parlera. Et c'est ainsi que tous les conflits ont été enfermés dans ce que la Cour de justice de l'Union européenne appelle aujourd'hui dans sa jurisprudence, dans cette formule très synthétique, très abstraite, si vous y songez un instant, dans ce qu'elle appelle, la manière dont elle définit le droit de l'Union, dans ce qu'elle appelle un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes. Maintenant, ce qui frappe aujourd'hui, c'est que ce dispositif craque de toutes parts. Si il a généré de l'interdépendance, il ne parvient plus à contenir et à assimiler les conflits, les conflictualités qu'il génère et qui environnent le processus d'intégration. Et moi, je pense que nous avons besoin de plus d'études aujourd'hui, sociopolitiques, si vous voulez, pour identifier, pour comprendre ce lien entre intégration et surgissement de la conflictualité. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les deux sont liés aujourd'hui, l'intégration et la conflictualité. C'est que l'intégration ou l'accroissement des interdépendances, l'accroissement des mobilités en Europe, dans un contexte de dépendance structurelle, l'interdépendance dans un contexte de dépendance à l'égard de ressources et d'acteurs extérieurs à l'Europe, eh bien, cela crée toute une série de conséquences qui sont des troubles, des reconfigurations identitaires au plan individuel et collectif. L'état d'interdépendance accrue génère une volonté de désintrication, de reprendre le contrôle, si vous voulez, c'est évident. Cela fait ressortir et apparaître tous les coûts de l'intégration, toutes les injustices locales générées par le processus d'intégration, les coûts sociaux, politiques, culturels, moraux, qui ont aujourd'hui beaucoup plus de sens que les bénéfices globaux générés par l'intégration. Et enfin, cela fait surgir des conflits et de nouvelles formes de contestation qui sont de nature transnationale. Et je dirais que si l'on veut faire une typologie rapide, très brève, il y a trois types de conflictualité. Nous avons affaire à trois types de conflictualité. Des conflictualités qui sont assez classiquement, premièrement, politiques, qui opposent à l'intégration européenne l'idée d'État ou de communauté politique, de tout politique indivisible, de collectif cohésif en charge de la sécurité matérielle, morale du groupe national. Cette forme de contestation n'est pas nouvelle. La contestation politique, simplement, elle s'est beaucoup intensifiée, au point de produire ce qu'on peut appeler, ce que moi j'appelle un conflictualisme. C'est-à-dire une doctrine qui, sans vouloir rompre avec l'intégration, assume sur certains points la sécurité économique, monétaire, matérielle, morale, une séparation. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une base inintégrable. Si vous voulez, pour les juristes, c'est l'arrêt du Conseil d'État dans l'affaire La Quadrature du Net, ou c'est l'affaire de la Cour constitutionnelle allemande dans l'affaire Weiss. Conflictualité politique. D'autre part, il y a des conflictualités qu'il faut distinguer, je crois, de nature culturelle, qui ne se réfèrent pas
à la forme politique de la nation, mais à sa particularité historique, religieuse, culturelle, à son idiosyncrasie. Typiquement, c'est la conception ethno-nationaliste à la hongroise, si vous voulez, de la Cour constitutionnelle hongroise. Enfin, plus banalement, c'est la défense de l'ordre moral, social, culturel, avancé par beaucoup de gouvernements en Europe. Et ça, cette contestation-là, elle revêt la forme d'un essentialisme, où ce qui est en cause, les conditions de vie dans la nation, la lutte contre l'immigration, le mécanisme d'attribution de la nationalité, ce qu'on veut, ce qui est en cause est présenté comme quelque chose de non négociable, comme une finalité non négociable. Il y a un essentialisme là, comme il y a un conflictualisme dans les contestations politiques. Enfin, il y a des conflictualités beaucoup plus diffuses, à mon sens, beaucoup plus hétérogènes que je ne sais pas nommer, que je dirais sociétales ou existentielles, et qui procèdent des troubles que l'intégration européenne crée dans les formes d'identification des groupes et des individus. Tous ces conflits qui naissent du sentiment d'une menace intime des individus, des groupes en Europe quant à la place qu'ils occupent dans la société, dans le monde ou sur la Terre, et qui prennent la forme de revendications de groupes minoritaires, des minorités religieuses, ethniques, des migrants isolés, des travailleurs précaires, des groupes engagés dans la lutte contre le changement climatique, mais qui prennent aussi la forme de protestations de groupes majoritaires, c'est-à-dire tous ceux qui se sentent dépossédés, déclassés, parfois même remplacés, n'est-ce pas? Et il y a cette conflictualité sociale existentielle diffuse qui a une tendance à se radicaliser, à s'isoler, à s'enfermer. Il y a un conflictualisme politique, il y a un essentialisme culturel, il y a aussi un radicalisme ici, sociétal, existentiel, et qui est des deux côtés, n'est-ce pas? Du côté des minorités, du côté des majorités, qui est alimenté par les médias et par l'instrumentalisation politique en Europe. Maintenant, toutes ces conflictualités, voilà où je voulais en venir. Toutes ces conflictualités interagissent, elles se superposent et dans certains cas, elles s'opposent. Et la scène de leur rencontre, la scène de leur opposition, c'est évidemment l'espace public, les réseaux sociaux, mais de plus en plus les tribunaux et le juge européen. Et c'est ça que je veux dire. Je veux dire que le droit européen est aujourd'hui le siège d'un conflit de conflictualité, d'un conflit de radicalité. Par exemple, le conflit mettant en scène l'opposition entre des femmes qui souhaitent porter le foulard islamique au travail et des employeurs qui souhaitent protéger une image de neutralité qui correspond, selon eux, à la perception majoritaire dans l'État. Par exemple, le droit européen recueille et n'expulse plus le conflit entre la revendication de la reconnaissance d'identité sexuelle minoritaire et la défense de l'ordre social ou moral majoritaire. Là, il y a encore une fois opposition. Donc, il y a un conflit des conflictualités. Je vais terminer. Comment répondre à cela? Comment répondre à ce malaise, à ce conflit de conflictualité? Je pense qu'on peut discerner du côté des institutions politiques un tournant vers la régulation et la redistribution. C'est ce que j'ai appelé le tournant infrastructurel de l'Europe, mais on pourra en parler. Du côté du juge, du côté du droit européen qui m'intéresse ici, et du juge, il me semble que la réponse est double. Elle est très perceptible aujourd'hui. Il y a d'un côté, c'est clair, une réaffirmation de l'autorité du droit européen, au nom d'ailleurs précisément de l'égalité entre les États membres, d'une sorte d'harmonie préétablie européenne qui reste un motif très puissant de l'intégration, avec tout un ensemble de techniques pour assurer cette autorité du droit européen à nouveau. Mais plus important, l'autre réponse, c'est que, je le dis de manière un peu abstraite et puis je le précise, c'est que le juge, le droit européen, essaie de construire ce que j'appellerais un plan d'analyse objectif. Si vous voulez, ce que le philosophe Thomas Nagel a appelé a view from nowhere, c'est-à-dire le point de vue de nulle part, qui précisément fait abstraction des spécificités de la place des individus dans le monde. Je précise, le point de vue de nulle part n'est pas un point de vue neutre,
c'est un point de vue abstrait qui se situe précisément au niveau des valeurs et qui se traduit dans la jurisprudence de la Cour européenne par la nécessité de défendre l'ordre social, la cohésion de la société nationale, ou même parfois, on le voit en ce moment, par la nécessité de défendre la société européenne en tant que telle, l'identité européenne en tant que telle. Si vous voulez, c'est la version juridique du slogan politique sur la nécessité de défendre le mode de vie européen. Et nous avons de cela des exemples frappants dans la jurisprudence récente de ce mouvement-là vers la construction d'un plan d'analyse objectif. Nous avons, tenez, l'arrêt du 13 octobre 2022, LF, qui prolonge la jurisprudence sur le port du voile islamique au travail, et qui, c'est très frappant dans cet arrêt, très bref, réaffirme techniquement la nécessité, dans ce genre de conflit, entre employeurs et travailleuses femmes qui souhaitent porter le voile islamique, la nécessité d'adapter un point de vue, le point de vue du cadre général, dit la Cour. C'est-à-dire le point de vue du cadre qui ne crée pas de sous-groupe de travailleurs avec un risque de conflit entre travailleurs. C'est ça ce que j'appelle le point de vue objectif. Ou bien la jurisprudence récente du tribunal de l'Union européenne, juillet 2022, sur les sanctions contre les médias russes en Europe, et qui justifie les sanctions contre Russia Today, France, sur le fondement de, écoutez-moi bien, la protection de la société européenne. Pas la protection des sociétés nationales en Europe, mais la protection de la société européenne en tant que telle. Voilà le point de vue objectif abstrait. Ou bien enfin, Gaël Marty a fait référence tout à l'heure, l'arrêt évidemment de février sur le règlement concernant la conditionnalité pour la protection du budget européen et l'état de droit, qui justifie ce règlement, la Cour, par la défense des valeurs et de l'identité même de l'Union. Première fois qu'on voit apparaître cette occurrence dans la jurisprudence. L'identité même de l'Union, il faut défendre l'identité de l'Union et la société européenne contre les pratiques illibérales des gouvernements de certains États membres. Maintenant, je conclus. Cette réponse objectivante, je dirais qu'elle est, enfin en tout cas je le soumets au débat, cette réponse objectivante, je dirais qu'elle est peut-être adaptée pour combattre la forme de conflictualité la plus radicale qu'on connaît en Europe aujourd'hui, celle qui s'en prend aux assises démocratiques des sociétés nationales et de l'Union européenne. C'est la forme portée par les régimes illibéraux, par les partis illibéraux, post-démocratiques, qu'ils soient russes ou hongrois. Et là, c'est comme si vous voulez, l'Union avait à faire face à un extérieur radical, y compris quand cet extérieur prend la forme de pratiques adoptées par des gouvernements des États membres. Et dans ce cas-là, il me semble que la défense objective fonctionne, abstraite, fondée sur les valeurs. En revanche, il me semble que cette réponse, elle pose problème lorsqu'il s'agit de traiter les conflictualités intérieures, si vous voulez, qui sont enracinées dans des pratiques politiques et sociales des Européens liées à des mouvements contestataires ou minoritaires, ces pratiques qui sont en quelque sorte le reflet du trouble intérieur des sociétés européennes. Et lorsqu'il s'agit de religion, d'environnement, d'identité sexuelle, etc. Et dans ces cas, le point de vue objectif a incontestablement des effets d'exclusion et de marginalisation. Par exemple, très clairement pour les groupes religieux, de certains groupes. Et en outre, ce point de vue-là projette une image de domination qui attise la contestation et la polarisation. Nous avons donc besoin, il me semble, d'un cadre juridique et institutionnel capable d'intégrer les conflictualités, d'intégrer les groupes, sans céder à une radicalité identitaire. Et c'est ça la tâche, il me semble, c'est ça la grande difficulté, selon moi, celle d'établir une nouvelle grammaire juridique, de nouvelles techniques, si vous voulez, après la proportionnalité, après la proportionnalité instrumentalisée, après la conciliation objectivante. Il nous faut autre chose, quelque chose qui ne recule pas devant la conflictualité et qui ne s'enferme pas dans une identité, une nouvelle grammaire juridique. Et
De mon point de vue, pour terminer avec deux auteurs que j'aime beaucoup et qu'a cité Gaël Marty tout à l'heure, la diplomatie latourienne est une option beaucoup trop optimiste dans le contexte actuel. Le courage fleurien de Cynthia Fleury est une option intéressante sur le plan subjectif, mais beaucoup trop abstraite sur le plan collectif. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère n'avoir pas été trop long et je serai heureux d'en discuter avec vous. Merci beaucoup, cher Loïc.